Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va découvrir aujourd'hui ce petit coffret, le coffret des quêtes des illumineurs. On va faire un petit unboxing de ce truc là et puis voir un petit peu les cartes une à une du deck Jafar. On va ouvrir ça, on se lance tout de suite. Alors, première chose, on a cette magnifique illustration les mecs. Ça, c'est pas dégueu. Le plateau qu'on va ouvrir tout de suite. Je vais mettre ça de côté pour le moment, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur après. Voilà la fameuse illustration magnifique qu'on retrouve dans la boîte. Et du coup, dans l'autre côté, pardon. Hop. Donc voilà le plateau de jeu. Le plateau de jeu magnifique, c'est l'une des recommandations que les gens avaient donné pour ce coffret. Hein, justement qu'on ait un plateau de jeu carton dur. Voilà, un truc bien quoi. Et c'est vrai qu'il est assez épais, hein, donc je veux dire, pour le plier et tout, bon, faut y aller, quoi. Donc ça a l'air plutôt solide. C'est plutôt solide, même. Donc on est content sur ce truc-là. Le seul bémol, moi, que je retiens, c'est qu'on est un petit peu serré, là. Hein. Honnêtement, au niveau du lore, bon, c'est classe, ok. Mais c'est un petit peu serré pour mettre les petits tokens qu'on va découvrir après. Bon, on va même découvrir ça maintenant. On a un petit sachet, du coup, dans la petite boîte. Hop, avec le compteur de l'or, enfin le token de l'or de Jafar. Lui, ça va, ok, il est sur le dessus. Mais bon, déjà, il empiète sur l'espace de jeu. C'est un petit peu cette sensation-là, voilà, on est un petit peu bloqué, on est obligé de faire attention parce que sinon ça va bouger ça, etc. Et puis le pire, c'est les lores des joueurs en fait qui se situe en bas. Bon, on peut le mettre en haut aussi, mais c'est pareil, on se retrouve un petit peu avec le même problème, c'est-à-dire que on n'a pas assez de place. C'est le seul défaut moi que je trouve à ce plateau, c'est que du coup voilà le petit token là, et ben, il tombe sur le côté quoi. Voilà, il peut se barrer à tout moment. Et pareil pour le deck, enfin la défausse deck et la main ici. Pour moi, c'est coupé, c'est dommage. Il aurait fallu mettre vraiment le truc en entier dessus, quoi, tu vois. C'est juste ces deux bémols-là que je retiens, moi. Sinon, après, c'est génial d'avoir fait un truc comme ça. Il y a pareil pour les lieux, hein, c'est coupé, vous le voyez. Donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage. On a du coup le petit fascicule, enfin le petit livret de règles, juste là, on va peut-être le feuilleter un petit peu après. On a les cartes champ de bataille et le Jafar, que j'espère. Je sais pas si. Je me souviens plus à Paris, mais je sais plus s'il est foil, comme l'était Ursula. On va voir ça après. On a la fameuse couronne reforgée, hein. Ça aussi, c'est pareil, c'est du dur, hein. C'est du gros carton. On a les deckbox. On a les deckbox, du coup, plutôt chouette, encore une fois, ce petit détail qu'ils nous ont apporté là. Parce que bah, maintenant, on peut ranger le deck proprement. Je vais mettre. Il est où le deck Jafar? Il est juste là. Imaginons, on le met dedans. Et il me semble, comme vous le voyez, voilà, il y a de la place. Il y a de la place. Donc du coup, vous pouvez sleever votre deck de Jafar. On sait qu'il y a les sleeves notamment de Ursula. Vous vous souvenez des sleeves Ursula qu'on pouvait gagner notamment à Cannes. Cannes. Et donc, alors je sais pas si on peut les double sleever. Faudrait faire le test. Faudrait que je vais faire le test, je pense, après déjà pour les sleever juste classico. Vu qu'il n'y a que 50 cartes dans le deck, il y a moyen que en double sleeve, ça passe. Voilà. Et donc on aura forcément un jour ou l'autre les sleeves Jafar. Hein. Peut-être pas sous cette apparence-là, parce que ça c'est vraiment le dos des cartes. Mais on aura sûrement voilà, le truc hein, comme ce qu'on a eu avec la Ursula. Et donc, vous fermez la deckbox. Et normalement, alors ça c'est le petit booster que je vais ouvrir. Ah, est-ce que je l'ouvre maintenant? Vu que je ne vais pas le fighter aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh si, je vais l'ouvrir. Allez, je vais l'ouvrir. J'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans, mais on va voir. Donc vous retirez ce truc-là, là, et normalement, oui. En plus, c'est nickel, parce que le deck, là, il y a du mou un petit peu, tous les côtés. Donc finalement, vous pouvez voilà,
vous n'avez pas de mal à le prendre le machin. C'est vraiment très agréable. C'est vrai qu'ils ont fait un effort au niveau des jetons, chose que je n'ai pas parlé, mais effectivement les jetons ne sont plus tout plats et à prédécouper dans un petit bout de carte, enfin, dans un bout de feuille, quoi. Là maintenant c'est vraiment des trucs épais, quoi. C'est vraiment des petits jetons. Je sais pas si la caméra va mettre le focusing, man, if you know what I mean, of course. Voilà. On a vraiment un truc assez épais, donc plutôt cool. Je mets le petit livret de règles. Bon, le truc le plus important, voilà, c'est la mise en place, hein, et savoir comment on joue, etc. Donc c'est vraiment cette page-là qui nous intéresse le plus. On l'a parcouru. Enfin, ça vous dit comment jouer à l'Illuminaire Quest. Et après, vous avez un petit peu de story, machin. Vous avez après les champs de bataille, comment ça marche, etc. etc. Le tour de Jafar, comment on le fait, etc. Mais ça, c'est des trucs qu'on découvrira dans une prochaine vidéo du coup. Et je pense que je jouerai en live pour voir si j'arrive à le battre tout seul. On continue. Alors, on va ouvrir le premier deck. J'espère que ce dingo sera méta. Parce que là, les mecs, vous avez un magnifique, je dis bien magnifique foil qui fait un petit peu les formes, les ondulations de sable dans le désert, quoi, tout simplement. Hein. Vous voyez un petit peu le schmilblick, le délire. Eh ben, franchement, on a une très belle carte. Avec en plus, bien sûr, le vernis sélectif, hein, qu'il y a sur le personnage, hein, sur le protagoniste. Mais ce foil-là, il est magnifique. Vraiment, il est classe, quoi. On avait ça sur le Ursula, mais je crois que c'était juste un foil classico. De mémoire, c'était vraiment un foil juste voilà, normal, quoi. Là, on a vraiment un foil précis par rapport à ce coffret. Et c'est plutôt cool d'avoir fait ce truc-là. Donc on a cette carte-là, légendaire bien évidemment, et on a également le Volt du set précédent, qui est également voilà, foilé comme je sais pas quoi. C'est vraiment... Là par contre on a juste vous voyez, un foil machin, parce que c'est pas une légendaire, un foil un peu sélectif sur l'ensemble, qui est détouré on va dire autour du personnage. Et ensuite on a des cartes quand même pas si nulles. Voilà, une petite Lilo. Bon, ça a baissé, mais je me souviens, un temps, c'était 5 € la Lilo, donc c'était quand même pas mal. On a un Rhino, alors lui, il faudra voir le prix qui vaudra, mais je pense que c'est pas déconnant de dire qu'il vaudrait peut-être un 3, 4, 5 €, hein, peut-être on sait jamais. On a Ranimé qui n'a jamais été joué. On a un autre Rhino, du coup. On a quelques cartes rares, voilà. Volt, bah tiens, c'est mon premier parce que je ne l'ai pas ouvert dans la display. Très bien. On a Vincenzo, on a Raya, pardon. On a deux profs. Ça, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais non, il y en a deux. Ok, je trouve qu'il y a quand même des trucs. Voilà, on a une Nani qui n'a jamais été jouée, mais c'est pas grave. On a Stitch, qui fait partie du deck de démarrage. On a Jack le Costaud. Et c'est tout en termes de rareté. On n'aura que du Unco et commune. Mais voilà, c'est quand même très sympa d'avoir autant de cartes rares et plus dans le deck. Et c'est pas déconnant parce que c'est le problème pour moi des decks de démarrage, decks préconstruits, pardon. C'est que malheureusement, ils nous donnent 5 rares, enfin 4 rares et une super rare, et c'est tout. C'est un petit peu pauvre quand même. Alors que là, vous avez un produit qui coûte certes, enfin le deck préconstruit, il coûte 20 €. Là, vous avez une boîte à peut-être 50-60 €, mais vous avez 3 decks et vous avez 2 decks avec autant de cartes rares et plus. Quand même pas déconnant. Et vous avez des cartes qui, je pense, vaudront un petit truc. On sait jamais si par exemple ce dingo, on imagine, voilà, un super combo avec Grand Pabi et on arrive à jouer Grand Pabi T4 et ensuite non T3, allez soyons fous, T3, et on met après dingo et qui soigne un dommage à chaque fois à la fin de votre tour tous vos personnages. Et vous redressez vos personnages. Et ensuite, avec Grand Pabi, mon Dieu, vous gagnez 2 éclats de l'or pour chaque dommage que vous avez retiré de vos personnages. Mon Dieu, oh, one turn kill, oh my god, oh waouh, c'est magnifique. Donc, on ne sait jamais, peut-être que des cartes comme ça voudraient
un petit quelque chose à l'avenir. Le deuxième, on va découvrir les couleurs. Je me souviens plus des deux autres couleurs. C'était quoi? C'était Blurple? Ouais, c'était Blurple. Je trouve que le Blurple était un petit peu plus fort. Et là, cette fois-ci, on a le Pinocchio. Le Pinocchio qui, cette fois-ci, est un petit peu moins vaguelette du désert. Bon, ça va encore. Ouais, ça va. Mais il y a un petit peu un foil un petit peu plus, un petit peu plus présent sur la carte. Mais on a aussi ce style un petit peu mise au point, mise au point. Voilà. On a ce style un petit peu avec le sable du désert et tout ça. Parce que forcément, on n'est pas en Alaska. On est plutôt côté Maroc ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, voilà, avec le sable, quoi. On est chez Jafar. Donc, on a vraiment un style bien sympa qu'il y avait sur la carte du D23 de cette année. Donc c'est pas des cartes nulles. Hein. Et ce Pinocchio là n'est pas aussi, enfin, il n'est pas déconnant, moi je trouve. Donc je suis plutôt content de l'avoir. On a ensuite une Elsa faiseuse de glace, pardon, faiseuse, j'allais dire faiseuse de glace. Ça c'est pareil, magnifique. Avec le foil, enfin voilà, et super classe. C'est vraiment des très très belles cartes. Hein. On a limite des cartes de collection. Hein, vraiment. Et des très bonnes cartes méta, vous voyez. Une Elsa, je me souviens encore, ça coûtait 5 € il y a un temps. Maintenant, je sais plus. Mais voilà, c'est des cartes qui valent un petit truc. Dans un autre monde, ça ce sera une carte forcément jouée sur cette extension. Donc du coup, il y a moyen de voir cette carte-là, vu que c'est une super rare. Elle est un peu moins facile à trouver. Et bien effectivement, peut-être qu'on va tomber dans les 5 €. Donc déjà, vous avez deux decks voilà, qui vont apporter 10 balles déjà, on va dire, minimum. Donc c'est cool. On a Anna, ok, on a Olaf, on a Elsa en 2 fois, ok, on a 2 fois Anna également en Floodborn. On a un cristal, on a Nous sommes là pour vous aider, 2 berceuses d'Atolahan, c'est toujours bien aussi d'avoir, et c'est tout. Voilà. Après, on a vraiment des petites cartes co communes et tout ça. Quelques cartes du set actuel, forcément. Mais un mixte avec d'autres extensions. On a Rider, ok. On a Nock. Ouais, après on a des cartes qui, bon, bof. Plutôt cool. On a encore une fois, là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes rares ou plus. On a vraiment uniquement des cartes qui font partie du set 5 et plus dans ces decks-là. Donc c'est vrai qu'ils ont, voilà, d'une certaine manière, pensé à la rotation et effectivement, les nouveaux joueurs qui démarrent avec ça, parce qu'on peut réellement aussi se dire, bah tiens, je vais commencer à jouer à l'Orcana et je vais acheter ce truc-là et c'est peut-être même mieux, d'une certaine manière, d'acheter ça plutôt qu'un deck préconstruit. Parce que là, vous avez vraiment des decks avec beaucoup, vous avez 12 ou 14 cartes rares et plus dedans, dont des belles cartes, pardon, avec un certain foil. Et surtout, peut-être un deck mieux travaillé qui fonctionne mieux, avec genre le Pinocchio, etc. La Elsa, vous avez des Floodborn, Anna et Elsa qui marchent ensemble. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Contrairement au deck préconstruit où il s'améliore de plus en plus, mais on met un petit peu des cartes un petit peu au hasard dedans, et puis voilà, tiens. C'est vrai que pour un nouveau joueur, c'est vraiment pas déconnant, parce qu'il peut aussi s'entraîner en étant tout seul chez lui, et en s'entraînant contre Jafar pour déjà voir, s'entraîner un petit peu sur comment jouer à l'Orcana, quoi. Donc c'est vraiment pas déconnant. On va ouvrir ce qu'il y a là-dedans, et ensuite on va voir les petites cartes de Jafar. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est ce qui me semblait dans mon souvenir. Malheureusement, cette carte-là n'est pas foil. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est vraiment dommage parce que la Ursula était foil, quoi. Elle avait un dot foil dessus. C'est vraiment cool. Hop, on met le Jafar ici et on a du coup les champs de bataille avec difficulté facile, ensuite normal, ensuite difficile et ensuite extrême. Extrême, ça c'est chaud. On va ouvrir le deck de Jafar. Donc lui, 8-5, insaisissable, ça l'aura 2. Lorsque Jafar joue ce personnage, chaque mineur choisit l'un de ses personnages, l'un de ses objets et l'un de ses lieux. Bannissez toutes les cartes choisies de cette façon. Ouais, il a des cartes qui sont quand même un petit peu fumées, hein, le mec. Le garde du palais, une 2-6.
qui va lui permettre de voler la couronne. Donc si vous avez volé la couronne à Jafar, et ben il joue ça, il vous le reprend direct. Donc ça c'était vraiment un truc un peu chiant. Il en a 3 dans le deck, donc voilà. Ensuite le Yago qui a rempart 4-5. Ce personnage entre en jeu épuisé. Et forcément parce que rempart. Et tant que ce personnage est épuisé, les lieux de Jafar ne peuvent pas être défiés. La complexité là-dedans, c'est que vu que vous ne pouvez pas voler la couronne à Jafar le temps qu'il a des lieux, eh ben, vous devez vous occuper de, vous devez vous occuper de ça, et ensuite des lieux. Et ensuite, vous pouvez voler la couronne à Jafar. À savoir que si Jafar a la couronne, écrit dessus, ouais, on ne le voit pas, tant que Jafar a cet objet, il ne peut pas perdre la partie. Ah! Ensuite, on a Razoul. Razoul qui dit rempart. Ce personnage entre en jeu épuisé. Voilà, tout simplement une 4-4 qu'il aura 1. Ok, on en a 2. On a le gardien du trésor qui dit 3-5. Les illumineurs ne peuvent pas utiliser les capacités des champs de bataille. Donc là, ça va vous bloquer au niveau des capacités que vous avez ici. Les capacités des illumineurs, hein, des capacités que vous pouvez activer sur vos tours en payant du lore. Donc ça c'est pas trop gênant, mais c'est quand même un peu chiant. Disons à des tours assez charnières, ça peut vous handicaper quand même pas mal quoi. Donc il y en a 2. Lorsque Jafar joue ce personnage, il joue gratuitement tous les objets nommés serpents mécaniques de sa défausse. Et on va aller checker tout de suite ce que sont, pas vous spoiler, ce que sont ces serpents mécaniques. Et il y en a 4 dans le deck. Et c'est un peu chiant. Pourquoi? Parce que ce serpent mécanique, quand il le joue, eh bien, c'est un objet, pardon. Dès qu'il le joue, eh bien, il vole la couronne. Donc, si c'est vous qui aviez la couronne, il va vous le reprendre. Et donc, du coup, grâce à ce Jafar, eh bien, imaginons il a joué les 4 de son deck, eh bien, il va mettre les 4 sur le board. C'est énorme. Parce qu'en fait, la deuxième capacité, c'est au début de son tour, il va épuiser cet objet, il va le bannir et il va gagner 2 éclats de l'or. Donc vous imaginez s'il en avait 4 dans le cimetière, dans la défausse, et que là il les joue gratos les 4, 2, 4, 6, 8, il gagne 8, enfin non 8 plus la couronne, donc 2 de plus, ça veut dire qu'il gagne 10 de l'or en un seul tour, sans compter ses personnages. C'est beaucoup trop dur à gérer quoi. Ce Jafar, heureusement, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, le génie. Lorsque Jafar joue ce personnage, si chaque illumineur a au moins un personnage épuisé en jeu, Jafar gagne 3 éclats d'or. Donc ça c'est chiant aussi, parce que forcément on va avoir des personnages épuisés, parce que soit on part à l'aventure, soit on défie ces personnages, donc c'est chiant. Une 3-5, lorsque Jafar joue ce personnage, chaque illumineur défausse une carte. Ça c'est un peu moins chiant, mais c'est quand même voilà, dans le domaine. La Jasmine qui est magnifique. On va la regarder un petit peu plus en détail s'il veut bien. Voilà. Cette illustration est magnifique. Voilà, c'est vraiment, vraiment un magnifique dessin qui a été fait par Ian McDonald, un très grand illustrateur aussi, très connu dans l'Orcana depuis le début. C'est une de celles qui dit chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, Jafar pioche une carte. Et il part à l'aventure avant de piocher ses cartes. Donc du coup, s'il pioche 4 cartes au début de son tour, le mec il va avoir 5 grâce à elle quoi. Et ça peut vraiment jouer totalement la partie quoi. Ça peut faire vraiment la différence parce que la moindre carte qui pioche en plus le Jafar dans cette Luminaire Quest, on le sent passer quoi. Donc heureusement en un seul exemplaire. Gazim, lorsque Jafar joue ce personnage, il inflige 2 dommages à chaque personnage adverse avec au moins un dommage. Donc là, si vous faites du trade, ça va être chiant parce que vous allez perdre tous vos personnages. Et sinon, il a des cartes aussi pour enfin en tout cas une, je sais qu'il en a une qui inflige un dommage à tout le monde. Donc c'est vraiment chiant. On a un insaisissable ici, Yago. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, Jafar vole la couronne reforgée. Donc, encore un truc qui va être un peu embêtant. Il aura 2 en plus, donc c'est chiant. Le scarabée monumental, une 8-8 pour 5. Si seulement on avait des cartes comme ça dans le construit, ça serait overpété, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il aura 2. Pendant le tour des illumineurs,
Ces derniers peuvent chacun payer 3 pour bannir ce personnage. Heureusement, on peut payer 3 d'encre, du coup, pour le retirer, parce que sinon, ça serait un truc un peu chiant. Mais ça vous fait perdre un tour, quoi. On a le Cobra Gargantuesque, une 7-5 qui l'aura 3. Donc là, c'est énorme. Lorsque Jafar joue ce personnage, il inflige 3 dommages à chaque personnage adverse épuisé. C'est là où je vous dis, il a moyen, vous voyez, de vous foutre des trucs, des targnoles à droite et à gauche. Le gars, c'est pas un sympa, hein. Faut le savoir, hein. Quand vous achetez ce produit-là, faut que vous soyez consentant à vous en prendre plein la tronche. Voilà. Parce que ça va pas être une partie de plaisir, c'est tout. On a le tigre de Behemoth. Encore un ton, qui est une 7-8 cette fois-ci. Ce personnage ne peut pas être défié par des personnages avec des dommages. Donc, encore, il faut jongler en fait avec vos persos. Mais moi, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux partir à l'aventure voilà, que de trade, quoi. Parce que sinon, c'est de la perte de temps. Ensuite, on a un Abu. Lui, ça va. C'est juste une 6-6 qu'il aura 2. Donc, c'est un petit peu chiant, mais bon. Vous pouvez peut-être vous en sortir quand même parce qu'il n'est pas non plus ultra fort, il n'a pas de capacité. Enfin, on a une insaisissable, la première insaisissable, je crois, si je dis pas de bêtises, une 4-2. Donc, il va taper sévère quand même, lui. Mais à savoir que Jafar ne va jamais faire de trade. C'est toujours vous qui décidez si vous voulez faire un défi, quoi. Lui, au début de son tour, il part à l'aventure avec tous ses personnages, basta. Voilà, c'est tout ce qu'il fait, tout le temps. Ensuite, on a un Basile qui est vanillé, mais ça arrive T1. Donc T1, vous avez une 3-2 à gérer, c'est quand même pas un peu embêtant, quoi. Il y en a 3 dedans. Ensuite, on a Ensablement, une action qui dit Jafar inflige 1 dommage à chaque personnage adverse. Ensuite, placez cette carte dans votre réserve d'encre face cachée. Donc, c'est un truc de malade, ça, parce que effectivement, il en a 2 dans le deck, heureusement qu'il n'y en a pas plus. Parce que ça va peut-être vous vrasse si vous avez des 1-1 ou des trucs comme ça, quoi. Typiquement, si vous voulez y aller à l'aggro, vous allez mettre des petites 1-1 qu'il aura 2 ou à 3. Finalement, un coup de ce truc comme ça et c'est fini, vous en avez plus, quoi, des trucs. Donc, un peu compliqué, et en plus, il va ramp grâce à cette carte, donc c'est très fort. Ça, par contre, ça c'est la carte qui le dézingue un petit peu, je crois. Les lieux de Jafar perdent hors d'atteinte jusqu'au début de son prochain tour. Et les illumineurs peuvent choisir et bannir l'un des lieux de Jafar. Donc ça, si vous l'avez en cours de la partie, alors que lui, il a un lieu, et que ça peut vous sauver la game en volant la couronne grâce à ça, etc. Et ben voilà, c'est l'une des cartes qui le met en difficulté, voire peut-être la seule. Je n'ai pas vu tout le deck, mais en tout cas, il y en a une là, en tout cas. Tempête de sable désastreuse, chaque illumineur choisit l'un de ses objets ou de ses lieux et le bannit. Vous n'avez pas joué beaucoup de lieux et les objets c'est pareil, donc ça va encore, c'est une carte un peu tranquille. Puissance soudaine. Jafar gagne 2 éclats de l'or, ensuite placez cette carte dans sa réserve d'encre face cachée. Pas dégueu, mais c'est pas non plus très menaçant non plus. Le séisme arcanique, Jafar épuise tous les personnages adverses, ils ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Ça, je me suis mangé dans la tronche, et je peux vous dire que c'était au moment où, juste après, on allait gagner la partie. Et ça, c'est con. Ça, c'est dommage, ça, quand vous avez un truc comme ça, où vous êtes létal au prochain tour, et finalement, il vous joue cette carte-là, il vous casse le stratégie, et c'est lui qui gagne grâce à ça. Ah, vous êtes deg. Ensuite, vous avez le cyclone cataclysmique, tout ce qui est arcanique, séisme, puissance, cyclone, c'est n'importe quoi, voilà, c'est horrible. Chaque illumineur choisit l'un de ses personnages, de ses objets ou de ses lieux. Ensuite, Jafar bannit tous les personnages, objets et lieux adverses, à l'exception de ceux choisis. C'est un Vras. Voilà. C'est un Vras. Ça coûte pas cher, ça coûte 6, donc lui il va l'avoir assez rapidement, c'est 6, hein, donc voilà, ça peut vous faire vraiment très mal. Vague de sable, Jafar envoie tous les personnages adverses épuisés dans la main de leurs illumineurs. Ça aussi, c'est une saloperie. Voilà, ça aussi, c'est chiant ça. Voilà, j'ai perdu aussi ça. J'ai perdu une partie, pardon, avec ça. Ah là là, ça c'est chiant.
Heureusement qu'il n'y en a qu'un seul d'exemplaire à chaque fois de ces trucs-là, parce que c'est horrible. Le bassin ardent, au début du tour de Jafar, il bannit cet objet et chaque illumineur doit choisir l'un de ses personnages qui subit 4 de dommages. Le sablier géant, c'est un objet qui dit, vous l'épuisez, Jafar inflige 1 dommage à chaque personnage adverse. Ouh! Ça, je ne l'avais pas vu et ça peut faire mal quand même. Parce que là, c'est un objet. Si vous gérez pas l'objet, à tous les tours, il va vous mettre enfin, il va vous infliger un dommage à tout le monde, quoi, grosso modo. C'est là où on voit que le dingo va être quand même vachement pratique. Il vous met des dommages, mais vous allez les soigner à chaque fois. Donc voilà, c'est bien pensé justement pour vaincre Jafar, quoi. Et ensuite, on a les lieux. Lorsque Jafar joue ce lieu, il inflige un dommage à chaque personnage adverse. Et il a 8. Voilà. Et il lore, hein, bien entendu. Donc c'est un peu dur aussi. Escalier sans fin, il a 9 cette fois-ci. Il aura 1. Lorsque Jafar se joue ce lieu, il inflige 3 dommages au personnage ayant le coût le plus élevé de chaque illumineur en jeu. Résistance plus 1, hein, donc ça c'est vraiment un truc un peu chiant à gérer aussi, hein, forcément, parce que résiste, ça va être un peu dommage. Enfin, un peu dommage pour vous, quoi. Ensuite, vous avez la barrière de cristal qui est là. Vous avez Alice. Bah, c'est gagné. Regardez, c'est ma petite Alice là que j'ai révèle. Ouais, elle a la petite clé aussi là. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est un lieu hors d'atteinte qu'il aura 2 et qui a 10. 10 de volonté, les mecs. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ensuite, vous avez le labyrinthe des souterrains qui a 6 de volonté. Chaque fois qu'un personnage défie ce lieu, chaque illumineur défausse une carte. Ce lieu-là, pour 8, les personnages adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Donc génial, ça va vous stopper totalement dans votre quête du... En plus, ça vaut que 4, quoi. Donc facilement, enfin, il peut le jouer facilement, hein, en fait, dans les premiers tours. Et ensuite, la scie pendulaire. 9 de volonté, hors d'atteinte. Lorsque Jafar joue ce lieu, il inflige 2 dommages à chaque personnage adverse. Wow. Et enfin, ce lieu-là, c'est un lieu à part. En mode facile, vous mettez ce lieu-là dans le deck. Et en mode normal, difficile et extrême, il commence la partie avec cette carte sur le board. Donc, il a ce lieu tout de suite. Donc, vous ne pouvez pas lui voler la couronne sur les premiers tours. Voilà les amis, pour le deck de Jafar. On va ouvrir ça, les amis. Le petit booster. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, ben, je vous invite à partir. Et la voici. Oh, magnifique. Magnifique. Elle est très très belle. Elle est vraiment très belle. Facile. Vocal. Hop. Regardez ça. Pas belle là? Magnifique. Elle est magnifique cette carte. Vraiment très très belle. Cette fois-ci, elle a une illustration différente qui du coup présente ce qui s'est passé à la fin quand ils ont battu dans le lore, ils ont battu Jafar. Et en fait, on voit que la couronne d'Exasor là, elle est complètement déglinguée, quoi. Ils ont complètement déglingué la couronne pour que plus personne, plus aucun méchant la réutilise à avec des mauvaises intentions, quoi. Voilà pour cette ouverture. On a aussi cette petite illustration là, bien sympathique, hein. Magnifique illustration aussi. Petite carte avec un petit texte d'histoire ici que je vous inviterai à lire. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Et je n'ai plus qu'à vous dire sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.